C'est par ici que ça se passe. Donc ici, on a mis pas mal de photos avec vous dessus, mais aussi de vous, puisque vous êtes aussi photographe. Ça fait quoi de voir des photos de soi comme ça? Ça montre le temps qui passe un peu quand même, hein. Celle-là en particulier. Et là, vraiment, on a le sentiment du temps qui passe. Là, quand même. Avec François Fillon au service de tous, Voilà, là? 1981, première élection législative, juste après la victoire de François Mitterrand. De toute façon, vous avez occupé tous les postes de tous les corps d'État. Tous les postes électifs, Oui. sauf un. C'est vrai, il en manque un pour faire le grand chelem. François Fillon, je suis très heureuse que vous ayez accepté de faire cette émission parce qu'on ne vous connaît pas. Vous avez été Premier ministre, à une époque en plus où c'était Nicolas Sarkozy le président. On avait le sentiment qu'on savait tout de lui, mais son Premier ministre, on ne savait rien de lui. Vous avez fait exprès? Oui, absolument. Vous êtes un homme secret. Je pense que la politique ne doit pas être mélangée avec la vie privée. Voilà. C'est une des explications du désamour des Français pour leurs responsables politiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le sentiment donné que les hommes politiques ne sont pas suffisamment efficaces. C'est évidemment le premier reproche qu'on lui fait. Mais en plus, non seulement ils ne sont pas efficaces, mais en plus, ils font les kékés en se montrant sous des tas d'aspects un peu starisés. Voilà. Donc moi, j'ai toujours essayé de tenir ma vie privée à l'écart de ma vie publique. Et vous avez mis du temps avant de me dire oui? Non, pas trop, parce que on est engagé dans une compétition. La primaire de la droite. La primaire de la droite et pour l'élection présidentielle. Donc il faut accepter les règles de cette compétition. Je les aurais peut-être écrites différemment si c'était moi qui les avais écrites. Quelle image vous pensez que les Français ont de vous? Je pense qu'ils ont globalement une image de sérieux, d'honnêteté et d'engagement. Je vois bien à travers les caricatures qu'ils ont une image justement qui est trop sérieuse, une image peut-être de quelqu'un qui est même ennuyeux, qui est voilà, ce qui n'est pas du tout la façon dont je me ressens. Mais je m'en préoccupe pas beaucoup. Ah, on n'a pas dit comment on s'appelait. Vous savez, quand on a déjeuné ensemble pour préparer l'émission, il y a un monsieur qui est arrivé vous saluer et qui dit bonjour Monsieur le Premier ministre. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui vous appellent Monsieur le Premier ministre. Oui, bien sûr, mais enfin. Vous êtes attaché vous, au protocole? Non, pas du tout. Bon, donc François Carine? Oui. Ça marche. Ok. Bon, on trinque ou pas? On trinque. Alors c'est votre vin préféré normalement. Enfin, c'est un des. C'est un Bordeaux, et voilà, C'est un c'est un Saint-Émilion, je crois. Je dis pas ça pour faire plaisir à Alain Juppé, mais c'est vraiment le meilleur. Vous avez déjà fait votre thème astral? Non, jamais. Alors moi j'ai appelé une copine qui est super forte, qui s'appelle Christine. Vous me dites si j'ai tort ou pas. Alors les poissons, puisque vous êtes poisson, ascendant balance. Le poisson a la spécificité, je fais des grosses lignes, de naviguer un petit peu partout et de s'adapter très facilement à tout. Oui, enfin, s'adapter à tout, peut-être pas exagéré, mais enfin... Bon. Une certaine capacité d'adaptation, oui, c'est vrai. Ouais, vous pouvez supporter beaucoup de choses. Oui, absolument. Oui. Et beaucoup de personnes. Oui. Bon, c'est pas mon cas, vous voyez, c'est pas Non. tout le monde. Vous vous fâchez pas souvent. C'est vrai. Ouais, je trouve que c'est totalement inutile de se fâcher quand c'est pas nécessaire, quoi. Quand je peux éviter un conflit, c'est vrai, je cherche à le faire. Ah, mais ça, c'est un trait de caractère, ça se Oui, mesure oui, pas bien la sûr, colère. bien sûr, bien sûr. Bon, alors vous avez une opposition vers Jupiter à la naissance, ça on s'en fiche si on comprend pas l'explication. L'explication, c'est qu'intérieurement, vous avez sans doute depuis votre petite enfance une rébellion, une colère. Une rébellion, ouais, j'ai jamais supporté l'autorité, peut-être. Oui. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité de mon père, du mal avec l'autorité de mes professeurs. Depuis tout petit. Oui, oui. J'ai besoin d'être le patron. Je n'aime pas être dépendant. Et votre père était autoritaire? Oui. Très? Oui. En plus, vous êtes l'aîné, donc souvent l'aîné, c'est celui qui prend tout. Hein. Oui, oui. Enfin, je savais de temps en temps faire dévier les tirs sur mes frères. François Fillon a été un élève brillant pendant tout le primaire, mais au collège, son comportement indiscipliné fait plonger ses résultats scolaires. 5e, 4e, j'ai été assez agité, oui. Ah voilà, on n'imagine pas. Oui, vraiment. Et ça donne quoi alors un François Fillon agité? C'est beaucoup d'heures de colle, beaucoup de dimanches passés à faire des travaux d'intérêt général. Mais non, carrément. Scolaire. Ah oui, donc problème de discipline. Beaucoup de problèmes de discipline. Je m'ennuyais, j'avais l'impression de perdre mon temps. Et vous travailliez plus non plus? Et je travaillais plus du tout. La 5e a été une catastrophe. Je suis passé de justesse en 4e. Et puis surtout, mes parents m'ont changé d'établissement scolaire. Ça m'a pas empêché d'avoir avec eux aussi quelques soucis de discipline. Qu'est-ce que vous aviez fait? J'avais organisé une manifestation pour protester contre l'incompétence d'un professeur d'anglais. Mais non. C'est Il y avait un prof que Il y avait vous une estimiez femme pas qui au était professeure niveau. d'anglais, qui faisait de la discipline à la place de pédagogie. Et donc, un jour, elle m'a exaspéré et j'ai organisé une manifestation avec des banderoles, des pancartes. Et du vous étiez collège. suivi?
Et j'étais suivi par un certain nombre d'élèves, donc j'ai été exclu pendant 3 jours pour me calmer. Voilà. Et ensuite, ils m'ont demandé de quitter le pensionnat, parce que le pensionnat était incompatible avec ma forme de caractère. Ah, carrément. Voilà. Et ça vous a calmé? Mais c'est surtout mon père qui m'a calmé. En plus, ce week-end d'exclusion a été très compliqué parce que j'ai voulu emprunter 2 chevaux de ma mère, mais je n'avais ni l'âge de conduire ni le permis de conduire. Et j'ai confondu la marche arrière la et marche la avant et première. la marche arrière, donc j'ai enfoncé la 2 chevaux dans la porte du garage. Voilà. Donc vous étiez obligé de le le week-end était assez lourd. Ce qui est drôle, c'est que je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui galèrent un peu à l'école ou qui se disent en fait, on peut être Premier ministre, même si au départ, c'est compliqué. Bien sûr. Et c'était à quel âge le réveil? J'avais lu un jour les mémoires de Joseph Fontanet qui avait dit « J'ai commencé à travailler en 3e année de droit ». Donc je me suis fixé le même objectif et j'ai commencé à travailler en 3e année de droit. François Fillon est entré en politique par hasard. Pendant ses études de journalisme, un ami de ses parents, Joël Le Teul, député de la Sarthe, lui propose de travailler avec lui. En 1976, Jacques Chaban-Delmas a fait franchir une étape gigantesque au système parlementaire français. Il a doté les parlementaires d'un collaborateur. Avant, il n'y avait pas. Avant, il y en avait 0. Donc ils étaient tout seuls à préparer leur dossier. Oui, exactement. Et Joël Le Teul m'a demandé de venir. Il m'a dit « Mais tu fais ça à mi-temps ». On pouvait faire ça à Donc mi-temps j'ai fait ça pendant 2 ans, 76-77, en faisant vos études. en faisant mes études. C'est dingue. Puis en 78, au moment où je pensais que tout ça allait se terminer, il a été nommé ministre des Transports. Il m'a demandé de venir dans son cabinet. Et je me suis dit que ça va être marrant, ça va durer 6 mois et je vais voir à quoi ressemble le pouvoir. Je suis la seule à voir. Puis il est devenu ministre de la Défense en juillet 80. Et là, il est resté 3 mois parce qu'il a fait une crise cardiaque. Donc là, je m'apprêtais vraiment cette fois-ci à retourner terminer ma thèse. Et les élus de Sablé-sur-Sarthe sont venus me chercher en me disant « Il faut vous présenter aux élections ». Pour le remplacer. Oui. Vous aviez quel âge? J'avais 26 ans. J'ai interrogé Pénélope pour savoir aussi... Votre épouse? Vous lui demandez toujours son avis? Avant d'entraîner quelqu'un dans une vie pareille, il faut mieux lui demander son avis quand même. Hein. Sinon, voilà. Puis après, ça permet de lui dire quand elle n'est pas contente... Tu m'as dit oui. Voilà. Donc... Ah, c'est une très bonne technique. Bah oui. Bougez pas. Pénélope Fillon se souvient de la première victoire électorale de son mari, un déclic fondateur pour son ambition. C'était une circonscription plutôt de gauche. Il a vraiment été élu à quelques voix après. Mais au premier tour, comme c'était inattendu, comme c'était la première fois, c'est peut-être ce moment-là dans sa vie politique où il a été le plus heureux. Là, du coup, on est tout de suite Non mais par on doit être super heureux. Bien sûr. Mais vous bien ne sûr. dites pas, vous faites genre ouais. Non, je dis pas ça du tout. Quand Non, on a c'est- 26 ans, qu'on n'a jamais fait de politique et tout d'un coup c'est notre première élection et on est élu haut la main, On éprouve une très grande satisfaction. merci. Voilà. Je vais y arriver. Le fait que ça n'ait pas été une vocation pour vous au départ, la politique, en quoi ça a pu être un plus? C'est-à-dire que le mot de vocation me paraît pas totalement adapté. Ce qu'on met derrière vocation, c'est plutôt ambition. N'étant pas animé par cette ambition-là, j'ai vécu chacune de mes fonctions pleinement sans être dans la compétition suivante. Quand j'ai été élu député, je m'imaginais pas au gouvernement. Mm. Quand je suis rentré au gouvernement pour la première fois, j'ai pas du tout imaginé un seul instant que je pourrais être un jour chef du gouvernement. Hmm. Et pendant plusieurs années, quand j'étais chef du gouvernement, je n'imaginais pas être candidat à la présidence de la République. Combien Voilà. d'années sur les 5? La moitié, Ça veut dire que sans Joël Le Teul, vous auriez peut-être eu une vie complètement différente. c'est probable. Il y a plein de choses que j'aurais vraiment adoré faire, mais Comme j'aurais aimé être un vrai pilote de course, j'aurais aimé être un guide de montagne, j'aurais aimé être un photographe de renom. Hmm. Voilà. C'est très soit poétique, soit contemplatif, soit artistique. C'est drôle, hein? Vous ne rêvez pas d'être un grand patron du CAC 40? Non, j'en ai ni le goût ni les capacités. Parmi ses nombreuses passions, François Fillon pratique l'alpinisme depuis son enfance. Il a gravi plusieurs sommets de plus de 4000 mètres. C'est un monde fantastique, c'est tellement beau. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que de se retrouver au cœur des glaciers, au cœur de la montagne, dans un environnement qui est unique, qui est tellement différent, qui est tellement majestueux. J'ai jamais voulu prendre de guide, ce qui est une vraie erreur, parce que j'aime bien être le premier de l'accorder, j'aime bien concevoir moi-même ma course, la préparer. Sur les cartes et tout. Ouais, tout ça. Mais du coup, ça m'a conduit à être toujours un peu en dessous
Sans doute qu'avec un guide, j'aurais pu faire des courses beaucoup plus spectaculaires. Après, il y a quand même un petit peu le goût de l'exploit, quoi. Pouvoir dire, j'ai fait un truc difficile, quoi. Ah, vous aimez bien faire ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. La performance. Vous êtes hyper compétiteur. Oui, absolument. Initié par son grand-père à la photographie lorsqu'il était enfant, François Fillon accorde une place particulière à cette passion artistique. Mon grand-père, qui était un passionné de photographie... C'est celui qui vous appelait Paquito? Oui, absolument. Et donc, il m'a offert un appareil photo pour ma communion. Voilà, donc c'est celui-là, là. Ouais. Et donc, j'ai fait beaucoup de photos, je les développais moi-même. Puis après, j'ai un peu arrêté parce que j'avais autre chose à faire. Et j'ai recommencé avec le numérique. Alors, votre femme dit qu'il est capable de passer 3 heures sur sa barque à attendre le canard. Oui, avec des aventures, là, parce que j'ai perdu plusieurs appareils photo dans cette histoire-là. Oui. C'est-à-dire? Je suis tombé à l'eau avec l'appareil photo. J'étais une fois en train d'essayer de saisir un héron qui était sur un barrage. Et la barque s'est encastrée sous le barrage. Et en 30 secondes, elle s'est remplie d'eau et elle a commencé à couler. Ah, c'était une moquerie, en fait, quand elle nous a fait cette confidence. Exactement. Elle est coquine, hein, Pénélope. Absolument. Mais vous êtes quand même un contemplatif. Parce qu'entre la photo et la montagne... Et il y a toujours dans mes passions un petit aspect technologique qui montre que je ne suis pas totalement un artiste. Parce que je pense que les artistes se débarrassent de la technologie. Alors que moi, j'adore la technologie. Il faut que j'ai le dernier appareil sorti. Vous vous ruinez dans ces trucs-là? Absolument. François Fillon aime tellement la technologie qu'il passe des heures interminables à bricoler ses ordinateurs, comme en témoigne Marie, sa fille aînée. Quand mon petit frère était en maternelle et que papa était à Matignon à l'époque, la maîtresse a demandé à chaque enfant de dire quelle était la profession de ses parents. Et mon petit frère a dit que son père était réparateur d'ordinateurs. Et il y a d'autres politiques que vous connaissez qui sont geeks? Pas beaucoup, hein. Et le drone, alors? Depuis Noël qu'on vous a offert ça? Il paraît que c'est votre passion. D'abord, personne ne m'a offert de drone. C'est moi qui me le suis acheté On m'a dit que tout c'était un seul. cadeau de Noël. Ouais, c'est moi qui me le suis acheté, mon drone. Vous faites tout seul des cadeaux de Noël? Oui, oui, bien sûr. Oh, oui. vous faites de la peine un petit peu comme Non, en fait, je trouve fascinant qu'on puisse aujourd'hui, pour des sommes qui sont relativement modestes, utiliser des technologies qui étaient, il y a encore une dizaine d'années, réservées en gros à l'armée et à l'industrie spatiale, quoi. C'est absolument inouï. Bon allez, le drone c'est parti. C'est une démonstration de François Fillon. Tout ça c'est sur votre tablette? Hein, vous faites take-off. Et après, vous le faites... Et là il filme. Là, il filme. C'est génial. On voit la propriété des voisins. Ça monte jusqu'à quoi? Je crois que ça peut monter jusqu'à 50 mètres. C'est incroyable. C'est top. Oh, mais c'est Voilà. C'est génial. Ça me fait rire. Je suis sûre que je suis pas la première à qui vous faites ça. Ah, j'ai trouvé un truc qui vous fait rire en fait. Hop, cadreur. C'est génial. Et alors, il y a un dernier truc qu'on peut faire. Ouais. C'est ça. Super démo. Bon, c'est très garçon, mais c'est pas très mature ces jeux-là, si. Non, c'est pour ça que j'hésitais quand même. François Fillon participe régulièrement aux 24 heures du Mans Classique, une façon de faire monter l'adrénaline et à l'occasion de tester les nerfs de ses collaborateurs. J'ai emmené beaucoup de gens sur le circuit du Mans et on voit tout de suite s'ils ont peur ou s'ils n'ont pas peur. Vous l'avez emmené, je crois, à Sarkozy un jour. Oui. Et comment ça s'est passé? D'abord, il a eu le courage de monter dans la voiture. Parce que je pense qu'il avait compris que c'était nécessaire pour l'image au Mans de monter dans la voiture. Après, il a eu peur. Mais honnêtement, je l'en blâme pas parce que moi, je n'aime pas être conduit par un c'est pilote. ça. J'ai horreur de ça. Roselyne Bachelot, Ah, c'est votre grande copine. qui a hurlé pendant les 13 km du circuit, hurlé, On imagine. voilà. Ça vous a pas déconcentré? Non, j'accélérais plutôt. Enfin, et je me souviens d'avoir voulu faire rentrer Édouard Balladur dans une voiture, je n'ai jamais réussi. Mais c'est-à-dire, il rentrait pas dedans? Non, il n'a pas voulu. Et l'adrénaline, vous la ressentez aussi en politique? Ah oui, bien sûr. C'est de l'adrénaline à chaque fois que vous êtes dans une confrontation. Alors la politique, c'est quand même beaucoup de confrontation. Quand vous devez prendre la parole dans l'hémicycle... C'est dur? Ah oui, il n'y a rien de plus difficile. C'est le spectacle, c'est le cirque, le Ouais. Parlement. Il y a beaucoup d'insultes. Vraiment? On entend tout le temps des insultes. On le voit pas, nous. Pour C'est les grave ministres, quand même oui, de se bien tenir sûr. comme ça. Bien sûr, c'est grave. C'est pas les jeunes qui parlent mal, c'est aussi les vieux. Absolument. Et souvent des gens qu'on n'imagine pas. Je me souviens quand j'étais Premier ministre au Sénat, quand le président du Sénat me donnait la parole pour répondre, il y avait un vieux sénateur, socialiste du centre de la France,
médecin, un homme tout à fait respectable. Il commençait à m'insulter avant même que j'ai pris la parole. Et ça m'exaspérait, mais à un point. Et un jour, je me suis trouvé à côté de lui dans une réception. Et je lui ai dit, mais enfin, comment est-ce que, à votre âge, comment est-ce que vous pouvez vous conduire comme ça? Mais il n'a plus jamais recommencé. C'est vrai? Voilà. Comme un gosse. Mais essayer de prendre la parole sur des sujets sérieux devant un hémicycle qui vous chahute, c'est quand même un exercice très très difficile. Voilà. Mais c'est complètement immature surtout. C'est très difficile de faire entrer dans les gouvernements des hommes et des femmes qui ne viennent pas de la politique parce qu'ils sont souvent déstabilisés par ces comportements. C'est un symptôme d'un système politique qui ne fonctionne plus. Voilà. À l'âge de 23 ans, François Fillon rencontre Pénélope, une Anglaise qu'il épouse 3 ans plus tard et avec laquelle il a 5 enfants. Et comment vous avez fait pour la séduire? Je sais pas, ça s'est fait tout seul. Vous n'avez pas mis un nez rouge? Non, Ah non. non, non, pas du tout, non. C'était déjà pas votre genre. Non, ça s'est fait tout seul. Ce qui m'a séduit chez lui, justement, c'est la façon d'être très calme, très déterminé. C'est cette force intérieure, mais aussi extérieure. Alors votre frère, chose assez rare, a épousé la sœur de votre femme. Absolument. Ça c'est rigolo. Oui. Le plus drôle, c'est que mon père était un Vendéen traditionnel qui détestait les Anglais, pour des raisons historiques. Et mon beau-père était un Anglais qui détestait les Français. Ça devait être sympa l'ambiance au mariage. Et donc, le fait de marier une de ses filles avec un Français, c'était déjà... Mais deux, ça faisait beaucoup. Et ils se sont parlé, les deux beaux-pères? Oui, bien sûr. Enfin, ils se sont parlé. Mon père ne parle pas un mot d'anglais, donc de toute façon, et mon beau-père ne parlait pas un mot de français. Donc, c'était assez limité, les conversations. Ça avait beaucoup amusé la reine-mère d'Angleterre, avec laquelle j'avais déjeuné avec elle un jour. Je lui avais raconté cette histoire et elle riait aux éclats parce qu'elle trouvait que ce double wedding, c'était très, très drôle. Pénélope, c'est aussi votre confidente ou vous avez des gens à qui vous confiez? Je parle pas beaucoup, moi. Je me confie à moi-même. J'avais pas remarqué. D'ailleurs, vous êtes un peu trop bavard. Je me confie à moi-même. C'est vrai? Non, mais j'aime pas trop faire de confidences. Je parle pas beaucoup. C'est d'ailleurs un des reproches que me fait Pénélope régulièrement, mais je parle pas beaucoup. J'ai tendance à garder mes problèmes pour moi. Et vous n'avez pas des ulcères? Pour le moment, non. Et vous avez eu donc 5 enfants, les 4 premiers très rapprochés. En 7 ans. Les 4 premiers, j'ai pas eu beaucoup le temps de les voir grandir parce que j'étais député. C'était du 7 jours sur 7, quoi. J'étais parisien alors que ma famille était dans la Sarthe. Donc, au fond, ils ont été élevés par leur mère, quoi. Et votre femme, elle vous a toujours soutenu? Toujours. Puis elle était très impliquée dans les campagnes, elle distribuait les tracts, elle m'accompagnait dans les réunions, etc. Elle fait plus ça, hein? Non. Non, c'est bon, elle a la soupée, hein. Ouais. 20 ans après la naissance de leur premier enfant, les Fillon ont eu l'heureuse surprise de devenir parents pour la 5e fois d'un petit Arnaud. Un bonheur dont ils profitent pleinement. Donc c'était, on va dire, une surprise? Oui, absolument. Vous aviez quel âge? 47 ans. Ça a changé les choses dans votre existence? Oui, là je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas le laisser grandir sans le voir. Donc d'abord je m'en suis occupé, beaucoup plus. Et puis surtout, j'ai ramené la famille à Paris. Et votre fils, il déboulait pas en baby gros au milieu de la réunion? Bien sûr que si. Enfin, il attaquait les gardes républicains avec son pistolet à eau. Mais non! Bien sûr que si. Ah, c'est trop mignon. C'était devenu la mascotte de Matignon, parce qu'il n'y a pas eu très souvent des enfants en bas âge à Matignon. Est-ce qu'on est père de la même façon à 47 Non, ans pas du qu'à tout, 25? pas du tout. Il le sait très bien d'ailleurs. Est-ce qu'il abuse? Ah, bien sûr. Genre, vous lui passez tout? Presque. Ah oui. Un peu trop. Mais sa mère compense, donc tout ça, ça se passe très bien. Ah bah oui, mais comme ça, vous passez pour le gentil, elle pour Voilà, l'emmerdeuse. Absolument. Donc au milieu de réunions extrêmement sérieuses, je reçois des textos. Est-ce que je peux m'acheter le dernier jeu qui est sorti? Et si j'ai pas répondu dans les 3 minutes, alors voilà. Et vous êtes gaga? Un peu, oui, un peu. Je veux pas non plus qu'il en tire trop de conséquences. Vous pensez qu'il le sait pas? Vous croyez que c'est à 14 ans qu'il va le découvrir? À mon avis, à 3 ans, c'était plié votre affaire. Hein. En tout cas, il est parfaitement équilibré, il travaille bien, et donc tout va bien, quoi. 5 enfants, c'est énorme quand même. Hein. Alors maintenant, en plus, il y a les petits-enfants. Alors là, c'est vraiment le bordel. Et alors la cuisine, il paraît que le week-end, on n'a Oui. pas trop le choix. C'est vous qui cuisinez. Enfin, ils n'ont pas trop le choix. Et il faut Non, pas... ils s'en plaignent pas, hein. Non, pas exactement, j'allais dire, c'est plutôt l'inverse. Susceptible en plus. Plutôt l'inverse. Susceptible. Je suis même capable de faire... Susceptible. Oui, je suis même capable... Non mais oui ou non? Oui, bien sûr. D'accord. J'aime bien faire des plats mijotés, de la cuisine traditionnelle, des bœufs bourguignons, des sautés de veau, des choses comme ça.
Quand on peut, on se retrouve tous dans la Sarthe et c'est lui qui cuisine. Il y passe beaucoup de temps, il fait beaucoup d'efforts. Et il aime bien après qu'on le complimente aussi sur ce qu'il a fait. Il est très inquiet de savoir si ça nous a plu, si c'était bon, si c'était pas trop cuit, bien assaisonné, etc. Il paraît que vous faites souvent les pâtes à la saucisse le dimanche. C'est-à-dire qu'ayant une femme qui n'est pas très intéressée par la cuisine et qui ne fait pas de courses, il arrive souvent qu'il n'y ait pas grand-chose dans le réfrigérateur. Donc je prends ce qu'il y a et je fais des pâtes à la saucisse. Voilà. Et vous mettez quoi dedans? De la saucisse, de la tomate, des piments, voilà. C'est encore un moyen de décompresser? Oui, bien sûr, parce que quand on fait la cuisine, on ne pense pas à autre chose. Mais en fait, votre réponse au stress de votre travail, c'est quand même de parsemer vos temps libres de choses qui vous apaisent. Oui, je ne peux absolument pas comprendre les gens qui ne pensent qu'à la politique du matin jusqu'au soir. Je pense que ce sont des obsédés et donc ce ne sont pas des gens équilibrés. Il y en a beaucoup. Mais il y en a énormément. Parce que souvent, les gens sont étonnés que je puisse avoir d'autres activités, d'autres passions. Alors j'ai un cadeau pour vous. Parce qu'il paraît que vous vous plaignez d'un truc, c'est qu'il n'y a pas assez de grosses casseroles chez vous. Exact. Moi, mon surnom chez les agriculteurs, vous savez pas, je ne connais pas encore assez bien, Ça, c'est super, ça. c'est Tata Caca. Donc Tata Caca fait des cadeaux. Et là, Ça, c'est vachement bien. voilà, pour votre cuisinière. Super. Ça va, c'est la bonne taille et tout? C'est très, Ça très vous bien. manquait? Ça, pour faire la cuisine pour 8, 9, 10, ça va. Bah, Après, il en faudra C'est une ce autre. qu'il fallait. qui C'est est- marrant, quand vous parlez de choses qui vous plaisent, vos passions, vous êtes plus vous-même. Bah, c'est normal quand on parle de ses passions, non? Ouais, mais vous pourriez être comme ça aussi pour tout. Parce que vous êtes passionné par la politique, par exemple, maintenant aussi. Oui, mais c'est pas pareil. La politique, c'est la vie des gens. La cuisine, ça regarde que moi. Et si je rate mes plats, ça n'a pas beaucoup d'importance. La politique, c'est plus sérieux. François Fillon rencontre Philippe Séguin en 1982 lorsqu'ils sont tous deux députés. Naissent alors une amitié et un respect profond pour cet homme politique disparu en 2010. C'était votre deuxième mentor. Oui, on était 3 ou 4 autour de lui qui étions convaincus qu'il avait un destin national et qu'il était destiné à être président de la République. Parce qu'en plus, c'est un personnage, c'est-à-dire Ouais, qu'il a une il est truculent. épaisseur, il est truculent, il a une espèce de... Alors, il y a Vous son voyez que c'est physique. bien aussi d'être attachant et de lâcher. Oui, mais en même temps, de... alors, s'il y a quelqu'un qui s'est jamais livré personnellement Parce que je l'ai pas aux caméras de rencontré. télévision, bah, c'est possible, mais je suis pas sûr que vous auriez réussi. Vous lui avez rendu un super bel hommage. Une voix chaude, au timbre brûlé, s'est éteinte. Dans ses éclats et ses soupirs, elle nous parlait toujours de la France. À pas lents, une silhouette imposante s'éloigne, laissant dans son sillage un parfum de gitane et de combat pour la République. Le jeudi 7 janvier, Philippe Séguin nous a quittés. Pour moi, il n'y a pas d'honneur plus cruel que celui qui me porte aujourd'hui à célébrer sa mémoire. Vous êtes encore très touché. Oui, parce que je pense que c'est comme perdre son père, hein, franchement. Vous vous êtes tout dit avant qu'il parte? Non, parce qu'il est parti... Soudainement, voilà, soudainement. Il n'était pas Personne- malade? Alors, on se doutait quand même que ses excès finiraient un jour par l'emporter, quoi. Oui, il buvait, il fumait. Voilà, il buvait, il parlait fumait, fort. il piquait des colères absolument mais c'est complètement votre opposé, hein. invraisemblables. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on était complémentaires, quoi. Mais je l'ai vu encore peu de temps avant sa mort. Je pensais pas du tout qu'il allait disparaître comme ça, donc on s'est pas dit pas dit au revoir. Non. Mais il connaissait votre attachement pour lui. Ah oui, bien sûr. C'est difficile de faire l'éloge de quelqu'un qu'on a aimé? C'est difficile, c'est émouvant, mais en même temps, c'est plus facile d'écrire sur quelqu'un qu'on a aimé que sur quelqu'un qu'on connaît pas, ou de faire l'éloge de quelqu'un qui ne le mérite pas, quoi. Oui, c'est vrai, parfois on est Ça m'est obligé. arrivé plusieurs fois. And you give yourself away. And you give. Donc on parle de vos looks. Vous avez été dans des classements de l'homme politique le plus sexy ou le mieux habillé. Vous êtes sensible à ce genre de compliments? J'aime bien les vêtements. Vous les choisissez tout seul? Ah oui, ça, absolument. Oui. Et ça vous fait plaisir quand on vous trouve bien habillé, Oui, ce qui élégant? m'agace, c'est quand je baisse dans les... Il y a un classement récent où le ministre de l'Intérieur était devant moi, donc je lui ai fait part de mon mécontentement. Cazeneuve? Oui, il était le premier dans le classement d'un magazine il y a quelques semaines. Ah bon? Voilà. Donc, Vous je lui ai n'êtes pas demandé- d'accord? Ben, je lui ai envoyé un message pour lui demander de quoi il avait menacé les journalistes pour... de quelle perquisition. Je peux parler d'un sujet qui fâche. Vos sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont des sourcils? Mais vos sourcils ont une vie autonome. Je me regarde pas, hein. Oh, c'est pas vrai. Après tout ce que vous venez de me dire, vous ne regardez pas? Je suis la seule à vous parler de vos sourcils au monde? Je parle pas tant que ça, hein. Vous n'avez jamais pensé à vous épiler un peu?
J'aime bien les choses naturelles. Voilà. Bon, on ne parlera pas de votre sous de bras, d'accord. Parmi les personnalités dont je Oui, m'inspire, j'arrive à vous faire marrer. Hein. il y en a plusieurs qui avaient la même caractéristique, n'est-ce pas? Qui? Georges Pompidou. Il est sans doute celui qui a fait le plus de choses pour le pays. Voilà, enfin, c'est un bel exemple. Sauf qu'à l'époque, les journalistes n'auraient jamais osé lui parler de ses sourcils. Non, ça c'est vrai. François Fillon a été Premier ministre durant la totalité du quinquennat de Nicolas Sarkozy, un record de longévité. En fait, on a trouvé un équilibre progressivement, chacun faisant des efforts de son côté. Et à la fin du quinquennat, honnêtement, la répartition des rôles était meilleure qu'au début. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tenu aussi longtemps. Tout le monde décrit nos relations comme des relations absolument épouvantables et très difficiles. En vérité, c'est pas vrai. Si on regarde tous les premiers ministres de la Ve République, enfin tous les couples exécutifs de la Ve République, ils ont tous eu des relations difficiles. Mais vous pouviez lui dire, je suis pas d'accord. Bien sûr. D'ailleurs, si c'était si dur, je serais pas resté 5 ans. Ouais. Il y a une chose que tout le monde ignore, c'est que le Premier ministre, une fois qu'il est nommé, il ne peut plus être démis de ses fonctions par le président de la République. Ah bon? Une fois qu'il est nommé, il est nommé. Et il ne peut partir que soit parce qu'il démissionne, soit parce que la majorité parlementaire vote la censure contre lui. Voilà. Et il semble que moi, ayant eu une majorité parlementaire qui m'a toujours soutenu à 100%... Il faut bien réfléchir quand on choisit son Premier ministre. Oui, absolument. Il y a eu dans l'histoire, paraît-il, des présidents de la République qui ont demandé à leur Premier ministre de signer une lettre de démission en blanc. Enfin, et de les garder au coffre, comme ça, s'il les gonfle trop... Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais cette rumeur a couru. Suite à l'échec de Nicolas Sarkozy en 2012, François Fillon décide de se présenter pour la première fois à l'élection présidentielle. Imaginons que je suis une bonne fée et que je vous autorise à appeler, si vous êtes président de la République, une personne, mais parmi les vivants et les morts. Qui avez-vous envie d'appeler? J'ai ma petite idée. On a droit qu'à un seul. Ouais. Philippe Séguin. Non, Philippe Séguin, ça serait drôle, oui, bien sûr. J'entends déjà le rire tonitruant. Ou alors la dérision. C'est-à-dire, t'es vraiment sûr que ça valait le coup. Bon, ben voilà, c'est fini. C'était pas trop difficile? Non. Je considère a priori que toute émission... Ne devrait pas exister? Oui, donc... ah, super. Voilà. Donc, On aurait dû commencer comme ça. Voilà. Merci beaucoup, François Fillon. Je vous en prie. Merci.